La veille de Noël, mes parents m'ont jeté dehors avec une valise. Ma sœur a souri d'un air narquois, on va voir comment tu t'en sors. Je tremblais sur un banc enneigé. Apercevant une femme pieds nus au visage violacé, je lui ai donné mes bottes d'hiver. 1 heure plus tard, 19 BMW noirs m'ont encerclé. La femme a dit une seule phrase. Salut, je suis Warinet. La veille de Noël, mes parents ont ouvert l'immense porte d'entrée de notre manoir de Hillsborough et ont jeté mon unique valise sur les marches en marbre glacé. Ma petite sœur, Tara, se tenait juste derrière eux, les bras croisés, souriant comme si elle venait de gagner au loto. Voyons voir comment tu vas survivre maintenant, grande sœur, a-t-elle lancé. J'ai traîné cette valise à travers un brouillard épais et glacial. Pas d'argent, pas de voiture, plus rien, à l'exception du long manteau en cachemire qui me maintenait en vie. Je me suis effondré sur un banc de parc saupoudré de neige, à l'intérieur de notre quartier fermé, tremblant si fort que mes dents ne cessaient de claquer. C'est alors qu'elle est apparue, une vieille femme, pieds nus, la peau virant au violet, ses cheveux argentés fouettant le vent. On aurait dit que le froid l'avait déjà emporté. Sans y réfléchir à 2 fois, je me suis levé, j'ai ôté mon seul manteau chaud et je l'ai drapé autour de ses épaules tremblantes. Elle a saisi mes mains gelées, m'a regardé droit dans les yeux et a chuchoté, une gentillesse comme la vôtre est plus rare que des diamants. Puis, elle s'est éloignée et a disparu dans le brouillard. Exactement 1 heure plus tard, 19 berlines de luxe noires sont arrivées dans un silence parfait et ont bloqué toute la rue. La même femme est sortie de la voiture du milieu. Le même visage, mais elle portait désormais un manteau camel long jusqu'au sol, ses cheveux relevés en un chignon élégant, et des diamants scintillaient à son poignet. Elle a marché droit vers moi, a souri, et n'a prononcé qu'une seule phrase. Je vous observe depuis assez longtemps pour savoir exactement qui vous êtes vraiment. Si vous avez déjà été rejeté par les personnes censées vous aimer le plus, écrivez, moi aussi, ou la ville d'où vous regardez dans les commentaires, pour que je sache que je ne suis pas seul. Croyez-moi, continuez à regarder. La suite va vous couper le souffle. Cet après-midi-là, j'étais encore sous le choc de l'email de licenciement reçu à 10 heures du matin. Une nouvelle restructuration dans l'agence de publicité de San Francisco à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie. J'ai installé ma plante de bureau sur le siège passager de ma Honda Civic vieille de 12 ans, et j'ai pris la direction du sud sur la 101, vers Hillsborough. 32 miles, 47 minutes si la circulation était clémente. Elle ne l'était pas. J'avais déjà appelé maman depuis le parking. J'ai juste besoin de loger à la maison quelques semaines, le temps de m'organiser, lui avais-je dit. Elle semblait distraite, m'a dit que le dîner était à 19 heures et a raccroché. Quand j'ai franchi le portail, la maison ressemblait à une couverture de magazine. Un sapin noble de près de 5 mètres trônait dans le hall à 2 étages. Des orchidées blanches partout, des traiteurs en cravate noire dressant la table pour 20 personnes. Papa, Richard, débouchait un Dom Pérignon 2005 comme si c'était un mardi ordinaire. Maman, Margaret, attachait un nouveau collier de perles des mers du Sud qui n'était définitivement pas là le mois dernier. Et Tara, ma sœur de 27 ans, tournoyait dans une robe en soie rouge dos nu, exhibant un diamant taille radieuse de 6 carats à la main gauche, comme si elle avait attendu ce moment précis toute sa vie. Derek, mon ex avec qui j'étais resté 4 ans, se tenait derrière elle, le bras autour de sa taille. J'ai laissé tomber mes clés dans la coupe près de la porte et j'ai essayé de sourire. Salut tout le monde, dure journée au boulot. C'est tout ce que j'ai pu sortir. Tara s'est retournée, les yeux écarquillés d'une fausse inquiétude. Oh mon Dieu, encore, a-t-elle haleté assez fort pour que les traiteurs l'entendent. 3e boulot en 4 ans, c'est ça? Elle s'est tournée vers maman. Tu te souviens quand elle s'est fait virer de la start-up à Soma parce qu'elle n'avait pas l'esprit d'équipe? Les lèvres de maman se sont serrées. Papa n'a même pas levé les yeux de son champagne. J'ai senti mon visage brûler. C'était une réduction d'effectifs. Ils ont licencié toute l'équipe créative. Tara a agité sa nouvelle bague dans ma direction. Derek vient de boucler sa série à 28 millions avant valorisation. Les investisseurs l'adorent. Derek m'a adressé ce même demi-sourire suffisant qu'il avait eu lorsqu'il avait mis fin à notre relation, 2 ans plus tôt, en disant « Ce n'est pas toi, c'est le timing ». Papa a finalement posé son verre. « Muriane, il faut qu'on parle. » Il ne m'a pas fait signe de m'asseoir. Il ne le faisait jamais quand c'était une mauvaise nouvelle. Il m'a annoncé directement que, le mois dernier, il avait modifié le trust familial. La totalité, 38 millions en capital,
était désormais au nom de Tara uniquement. Irrévocable, signé, notarié, et déposé chez l'avocat spécialisé à Palo Alto. Il a dit que j'avais 32 ans, que j'étais capable, et qu'il était temps que je m'assume seul. Maman a ajouté, nous ne pouvons pas continuer à financer un mode de vie qui ne produit pas de résultats, comme si mon salaire avait jamais payé leurs orchidées ou les sacs Birkin de Tara. Je suis resté là, la bouche ouverte, essayant de réaliser que mes propres parents venaient de me déshériter légalement alors que je me tenais encore dans le rôle d'entrée. Tara a sorti son téléphone, en train d'enregistrer. C'est de l'or, a-t-elle ri. La grande sœur rentre fauchée le soir de Noël. Dis quelque chose pour mes abonnés. J'ai regardé papa. Tu es sérieux? Il a croisé mon regard pour la première fois de la soirée. Froid. Définitif. Tu as 20 minutes pour emballer ce dont tu as besoin. La sécurité te laissera rentrer demain pour le reste, si tu prends rendez-vous. Maman ne voulait même pas me regarder. Elle s'affairait à ajuster une décoration dorée sur le sapin. Je suis monté à l'étage en pilote automatique. La chambre que j'occupais depuis mes 10 ans avait encore mes photos de l'équipe de natation du lycée au mur. J'ai jeté des jeans, 2 pulls, mon ordinateur portable et mes affaires de toilette dans le vieux sac de voyage Louis Vuitton que Tara n'avait pas encore volé. Tout le reste, les livres, les albums de promo, le diplôme de Stanford encadré devrait attendre. Quand je suis redescendu, Tara était en direct sur Instagram, commentant la scène comme dans un documentaire animalier. Et voici la fille prodigue avec sa triste valise. Les paris sont ouverts, combien de temps avant qu'elle ne dorme dans cette Civic? Papa a ouvert la porte d'entrée lui-même. Le brouillard était devenu épais. Je ne voyais même pas le bout de l'allée. La température descendait déjà en dessous de 0. J'ai franchi le seuil. Derrière moi, Tara a lancé, douce comme du poison, joyeux Noël, Muriane. Ne gèle pas, la porte s'est refermée avec un clic doux et coûteux. L'alarme a bipé 2 fois en s'activant. Et c'était tout. En moins de 30 minutes, j'étais passé de fille à intrus dans la seule maison que j'ai jamais connue. Je me tenais sur les marches en marbre dans le noir, une valise à mes pieds, portant la seule chose chaude que je possédais encore, ce long manteau en cachemire. À la seconde où cette lourde porte s'est scellée derrière moi, tout est devenu silencieux, à l'exception du sang qui battait dans mes oreilles. Je me tenais dans la rue déserte, essayant de respirer, mais l'air me transperçait comme des couteaux. Mon esprit repassait en boucle la voix plate de papa, les 38 millions envolés d'une simple signature, et maman refusant de croiser mon regard. J'avais 32 ans, et en une conversation, j'étais devenue une étrangère pour la seule famille que j'avais. J'ai commencé à marcher parce que rester immobile était pire. Les roues de la valise claquaient sur le trottoir parfait, le seul bruit à des kilomètres à la ronde. Chaque manoir que je passais avait des fenêtres dorées et chaleureuses, des rires qui s'échappaient, des sapins de Noël brillants derrière des allées fermées. Chacun me rappelait que je n'avais plus ma place nulle part. Mes doigts étaient déjà engourdis. Je n'arrêtais pas de penser, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. D'une minute à l'autre, maman allait ouvrir la porte et me rappeler, dire que c'était une blague cruelle. Mais l'alarme restait activée. Pas de bruit de pas, rien. Je ne sais pas combien de temps j'ai marché, peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure, jusqu'à ce que je me retrouve dans le petit jardin public à côté de la vieille église épiscopale. Il y avait un banc en fer sous un réverbère qui fonctionnait encore. Je me suis assise brutalement, j'ai lâché la poignée de la valise, et j'ai enfin laissé couler les larmes. J'ai pleuré pour la petite fille qui se cachait sous ce sapin de 5 mètres en attendant le Père Noël. J'ai pleuré pour chaque anniversaire où Tara recevait le plus gros cadeau et où l'on me disait d'être reconnaissante. J'ai pleuré parce que j'avais toujours cru que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus de choses, il finirait par me voir. Il s'avère que rien de tout cela ne comptait. Je n'étais pas jetable parce que j'avais échoué. J'étais jetable parce que je n'étais pas Tara. Les larmes gelaient sur mes joues. J'ai serré mes genoux contre ma poitrine et j'ai fixé le sol, essayant de comprendre comment j'allais survivre à la nuit, sans parler du reste de ma vie. C'est alors que j'ai entendu le lent raclement de pieds nus sur le béton. J'ai levé les yeux et je l'ai vue, une femme âgée, traînant les pieds vers le banc. Des cheveux argentés emmêlés et détachés, de maigres épaules voûtées contre le vent, une peau si pâle qu'elle semblait translucide sous le lampadaire. Elle s'est arrêtée à quelques mètres, oscillant légèrement, et a parlé d'une voix rendue rauque par le froid. « Jeune fille, savez-vous si les refuges ont encore de la place ce soir ? J'arrive de Burlingame à pied. Tout est complet.
J'ai essuyé mon visage rapidement. Je suis désolé. Je n'ai nulle part où aller non plus. Elle m'a étudié un long moment, les yeux vifs malgré l'épuisement. Puis elle s'est laissée tomber sur le banc à côté de moi, gardant une distance prudente. Nous sommes restés assises en silence pendant que sa respiration se calmait. J'ai remarqué que ses pieds étaient nus et déjà violets, virant vers ce blanc effrayant qui signifie que les dégâts sont profonds. Quelque chose s'est brisé en moi. Voici quelqu'un qui avait encore moins que moi ce soir, et elle était assez polie pour demander au lieu d'exiger. J'ai eu honte de ma propre apitoiement. Sans rien dire, je me suis levé, j'ai retiré la seule chose qui m'empêchait de geler, et je l'ai drapée autour de ses épaules. Elle a paru surprise, puis a fermé les yeux lorsque la chaleur l'a touchée. Ses mains, fines, veineuses et tremblantes, se sont levées pour resserrer le tissu. Elle s'est tournée vers moi, des larmes brillant dans ses yeux bleus pâles. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ?» « Muriane » ai-je répondu, la voix brisée. Elle l'a répété doucement, comme si elle goûtait quelque chose de précieux. « Merci, Muriane. » Puis elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a pris mes deux mains glacées dans les siennes, les a pressées une fois, et a soutenu mon regard pendant un long moment. Pas de mots, juste une compréhension passant entre deux étrangères qui, soudainement, ne l'étaient plus. Après ce qui a semblé être une éternité, elle a lâché prise, s'est levée avec une nouvelle assurance, et m'a adressé le plus petit des sourires. Elle s'est éloignée, lentement avalée par la nuit, avant même que je ne pense à la rappeler. Je me suis rassis seul, plus transi que je ne l'avais jamais été de ma vie, les dents claquant si fort que ma mâchoire me faisait mal. Mais pour la première fois depuis que la porte s'était fermée, la douleur dans ma poitrine semblait différente, plus légère. Comme si le fait de donner la dernière chose que j'avais m'avait rendu quelque chose dont j'ignorais le manque. La chambre de motel sentait le vieux tabac et le nettoyant au pain bon marché. Cela faisait des heures que je fixais la même page sur Indeed, postulant à tout ce qui payait plus que le salaire minimum, quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Muriane. La voix de la femme était nette, professionnelle, avec un léger accent de la côte est. Ici Grace O'Neill, j'appelle de la part de Madame Eleanor Callaway. Elle souhaiterait vous rencontrer immédiatement. J'ai ri aux éclats, vraiment ri, parce que cela ressemblait à une farce. Qui est-ce, réellement ? La ligne est restée silencieuse pendant 2 secondes. Madame Callaway vous expliquera tout. Une voiture vous attend devant la chambre 112. J'ai regardé par le Judas. 19 BMW 760 noirs identiques s'alignaient sur le parking fissuré comme un cortège présidentiel. La porte arrière de la voiture de tête s'est ouverte toute seule. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti avec le même jean et le même sweat à capuche que je portais depuis 2 jours. Elle m'attendait dans la voiture du milieu, la femme du banc. Ses cheveux étaient maintenant coiffés en un chignon impeccable, elle portait un manteau en poil de chameau cintré à la taille, et des talons à semelles rouges accrochaient le soleil. Elle semblait avoir 78 ans, mais paraissait intemporelle. Muriane, dit-elle doucement, comme si nous étions de vieilles amies. La porte s'est refermée avec un bruit sourd, la vitre de séparation s'est levée, et nous avons démarré. 20 minutes plus tard, les grilles s'ouvraient sur un manoir Tudor des années 1920, dans une impasse tranquille d'Atherton, cachée derrière des séquoias et une haie de 3 mètres. J'étais passé devant cette rue des milliers de fois sans jamais savoir qu'elle existait. L'intérieur sentait le cèdre et la rose. Un feu crépitait dans une cheminée en pierre assez grande pour s'y tenir debout. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur un lac privé. Elle m'a fait signe de m'asseoir sur un canapé crème qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Un majordome a versé du thé qu'aucune de nous n'a touché. Mon nom complet est Eleanor Callaway, a-t-elle commencé. Mon défunt mari a fondé Callaway Commercial Realty. À son décès, il y a 12 ans, j'ai retiré l'entreprise de la bourse et transformé les bénéfices en la fondation familiale Callaway. Nous possédons ou finançons plus de 37 millions de mètres carrés de bureaux et d'espaces commerciaux à travers le pays. La fondation distribue environ 120 millions de dollars par an. Je l'ai juste fixé. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter les chiffres. Elle s'est penchée en avant. Chaque veille de Noël depuis 25 ans, je fais la même chose. Je quitte le domaine habillé comme quelqu'un qui n'a rien. Pas de sécurité visible, pas de portefeuille, pas de téléphone. Je marche jusqu'à trouver quelqu'un qui a encore du cœur quand il croit que personne ne le regarde. La plupart des années, je marche toute la nuit et je rentre déçu. Cette année, je vous ai trouvé.
Elle m'a expliqué qu'après mon départ, son équipe de sécurité en civil, garée 2 rues plus loin, m'avait gardé à l'œil à distance pendant 48 heures. Ils m'ont regardé prendre une chambre au motel avec du liquide, manger de la nourriture de distributeur automatique, postuler à 50 emplois d'une traite, pleurer sous la douche, sans jamais essayer de découvrir qui était la femme sans abri ni me vanter de ma bonne action. Vous êtes la première personne en 15 ans, dit-elle doucement, qui a donné la dernière chose qui la maintenait en vie sans rien attendre en retour. J'avais besoin de savoir si c'était un coup de chance ou si c'est vraiment qui vous êtes. Elle s'est levée et a marché vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Je n'ai pas d'enfant, pas d'héritier. Quand je ne serai plus là, des étrangers dans un conseil d'administration décideront où ira mon argent. Je ne veux pas de ça. Je veux quelqu'un qui comprend ce que ça fait d'être jeté dehors un soir de Noël pour décider comment nous aiderons la prochaine personne qui sera rejetée. Elle s'est tournée pour me faire face. Je vous offre une chambre ici, un salaire et un apprentissage de 5 ans. Si à la fin vous êtes la personne que je crois, la fondation sera à vous. Ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, puis je l'ai rouverte. Pourquoi moi, et tout ce que j'ai réussi à dire? Parce que, dit-elle, le regard soudainement féroce, je sais exactement ce que l'on ressent quand on est assis sur un banc glacial sans nulle part où aller, et qu'on choisit quand même la gentillesse. J'avais 29 ans quand mon propre père m'a fait ça. Je me suis promis que si jamais j'en avais l'occasion, je m'assurerais que personne ayant choisi le bien à ce moment-là ne reste perdu. Elle a tendu la main. Alors, Muriane, voulez-vous rentrer à la maison avec moi? J'ai emménagé dans l'allée le lundi suivant. Ma nouvelle chambre était plus grande que tout le rez-de-chaussée de mes parents, avec des portes-fenêtres ouvrant sur une roseraie que je pouvais sentir depuis mon lit. Grace O'Neill, grande, aux cheveux argentés et sans fioritures, m'a tendu un classeur en cuir de l'épaisseur d'un annuaire téléphonique et a dit « Bienvenue au camp d'entraînement ». Le premier mois a été brutal. Des courses à 6 heures du matin autour du lac avec l'ancien entraîneur Navy Seal d'Eleanor. Des petits déjeuners de travail à 7h30 où j'apprenais à lire une déclaration fiscale complexe plus vite que la plupart des experts comptables. De 9h à 18h, assise à côté d'Eleanor lors des réunions du conseil dans les bureaux de la fondation sur Sand Hill Road, prenant des notes pendant que des milliardaires se disputaient sur des mesures d'impact. Les soirées étaient consacrées à décortiquer 20 ans d'archives de subventions jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Eleanor ne voulait pas d'une autre enfant riche jouant au philanthrope. Elle voulait quelqu'un capable de transformer des dollars en vie changée sans gaspiller un centime. Sa phrase préférée est devenue « On ne donne pas de poisson. On ne donne même pas de leçons de pêche. On achète toute cette fichue rivière et on s'assure que tout le monde puisse manger pour toujours. » Elle m'a inscrite au programme exécutif pour les dirigeants d'organismes à but non lucratif de la Stanford Graduate School of Business. Frais de scolarité entièrement couverts, sans poser de questions. 3 soirs par semaine, je parcourais les 8 kilomètres jusqu'au campus, m'asseyais dans des salles de classe avec des cadres 2 fois plus âgés que moi, et apprenais à mesurer les résultats plutôt que les intentions. Les week-ends signifiaient des visites sur le terrain, refuge pour femmes battues à East Auckland, programme périscolaire à East San José, logement pour vétérans dans la Central Valley. J'ai interviewé des mères qui avaient fui la violence avec rien d'autre que leurs enfants et un sac poubelle de vêtements. J'ai écouté des adolescents expliquer comment un seul endroit sûr pour faire ses devoirs les avait empêchés de rejoindre des gangs. Chaque histoire s'est gravée en moi. De retour au domaine, Grace me testait sur la gouvernance. Comment gérer un membre du conseil d'administration véreux? Comment dire non au projet favori d'un sénateur sans perdre les fonds fédéraux de contrepartie? Comment renvoyer un bénéficiaire surpris en train de détourner des fonds sans déclencher un cauchemar de relations publiques? J'ai réécrit tout le processus de demande de subvention à partir de zéro, formulaire plus court, décision plus rapide, visites obligatoires sur site dans les 30 jours suivant l'approbation. Eleanor lisait chaque brouillon et les saignait d'encre rouge, puis me faisait défendre chaque changement devant le conseil complet. Il y a eu des nuits où je me suis endormi sur l'îlot de la cuisine, le visage sur un tableur. Il y a eu des matins où j'ai pleuré sous la douche parce que je me sentais comme un imposteur qui ne serait jamais assez bon. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me rappelais être assise sur ce banc glacial avec rien, et je continuais. Juin est arrivé, chaud et soudain. Un jeudi matin, Eleanor m'a envoyé un SMS, bibliothèque. Maintenant. Je suis entré en m'attendant à une autre session de stratégie de 12 heures. Au lieu de cela, elle était seule, la lumière du soleil se déversant à travers les vitraux, tenant un unique dossier. Elle ne s'est pas assise.
Elle a fait glisser le dossier sur la table en acajou et est restée debout. À l'intérieur se trouvait un contrat de travail sur du papier épais couleur crème. Titre, présidente et directrice générale, Fondation familiale Callaway. Rattachement direct au conseil d'administration, c'est-à-dire elle, jusqu'à ce qu'elle en décide autrement. Salaire de base, 195 000 $. 3% de participation dans la dotation de la fondation, actuellement évaluée à un peu moins de 4 milliards de $. Autorité décisionnelle totale sur tous les programmes à partir de la 3e année, soumise uniquement aux devoirs fiduciaires. J'ai levé les yeux, sans voix. Elle s'est finalement assise, joignant les mains comme si elle priait. Je ne vous ai pas fait venir ici parce que vous avez donné un manteau, a-t-elle dit. N'importe qui peut être généreux pendant 5 minutes quand une caméra pourrait regarder. Je vous ai observé pendant 5 mois consécutifs. Je vous ai vu vous battre pour un refuge contre la violence domestique que tous les banquiers de la salle voulaient de financer parce que les chiffres semblaient désordonnés. Je vous ai vu assise sur une chaise pliante à Auckland jusqu'à minuit, écoutant une jeune fille de 17 ans expliquer pourquoi elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Je vous ai vu réécrire un manuel de politique de 70 pages parce qu'un paragraphe aurait laissé des enfants transgères sans lit. Sa voix s'est brisée, juste une fois. Vous avez l'esprit dont j'ai besoin et le cœur que j'ai perdu il y a longtemps. La fondation est à vous. Je resterai au conseil pour garder le vieil homme dans le rang, mais au quotidien, la rivière vous appartient désormais. J'ai essayé de dire merci, mais rien n'est sorti. Elle a balayé ma réaction de la main. Signez avant que je ne change d'avis et que je ne vous fasse finir le module sur la taxe de dotation d'abord. J'ai ri à travers mes larmes et j'ai signé. Ce soir-là, nous avons ouvert un château Margaux 1982 sur la terrasse. Juste nous deux, regardant le soleil descendre derrière les séquoias. Elle a levé son verre. À la fille qui avait toutes les raisons de devenir amère et qui a quand même choisi la gentillesse. J'ai teinté le mien contre le sien. Et à la femme qui a refusé de laisser une bonne action rester invisible. Nous avons bu. Pour la première fois depuis la veille de Noël, je me sentais exactement là où je devais être. Octobre sentait les feuilles mouillées et l'argent à San Francisco. J'étais dans mon bureau d'angle au 22e étage du 300 California Street, examinant les chiffres finaux pour le campus Second Home, quand Grace a frappé une fois et a ouvert la porte. Votre sœur et Derek Whittaker sont en bas. Pas de rendez-vous. J'ai senti mon estomac se nouer, comme à l'époque où Tara empruntait mes vêtements au lycée et me les rendait abîmés. J'ai dit à la sécurité de les faire monter. Ils sont entrés en ayant l'air d'avoir répété leur performance dans l'ascenseur. Tara portait une robe fourreau bleu marine modeste au lieu de ses tenues moulantes habituelles, les cheveux en queue de cheval basse, peu de bijoux. Derek avait troqué l'uniforme sweat à capuche et basket de fondateur pour un costume bleu marine qui lui allait presque. Tous deux arboraient les sourires crispés de gens qui avaient répété leurs excuses devant le miroir. Tara a parlé la première, la voix douce, les yeux brillants. Muriane, j'ai été horrible. Nous avons été horribles. Je suis tellement désolé pour tout. Pour la veille de Noël, pour les choses que j'ai postées, pour tout. Derek a hoché la tête vigoureusement. On va se marier au printemps prochain, on essaie de faire les choses bien cette fois. Je suis resté derrière mon bureau, les mains jointes, et j'ai attendu. Tara a pris une inspiration. Papa a des ennuis. Certains investissements ont mal tourné. Lui et maman pourraient perdre la maison. Et la nouvelle entreprise de Derek, l'IA pour les soins aux personnes âgées, a juste besoin de 2 millions pour boucler le tour de table. On ne demanderait pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. J'ai haussé un sourcil. Quelle partie est une question de vie ou de mort? L'hypothèque de papa ou ta valorisation? Derek a forcé un petit rire. Écoute, je comprends. Tu es importante maintenant, mais le sang c'est le sang, non? 2 millions, ce n'est rien pour la fondation. Je me suis adossé à mon siège. Dites-moi ce qui est arrivé au fonds de fiducie de 38 millions que vous avez pris en décembre dernier. Le masque de Tara a vacillé. On a diversifié. Crypto, NFT. Quelques deals d'investisseurs providentiels que des amis de Derek géraient. C'était censé faire x10. Puis FTX s'est effondré. Luna est tombée à zéro et la majeure partie a disparu. Derek est intervenu. Retournement du marché. Ça arrive à tout le monde. Sequoia a perdu des milliards aussi. On a juste besoin d'un pont. J'ai ouvert le dossier que Grace avait discrètement placé sur mon bureau, capture d'écran,
relevé bancaire, un article de Forbes titrait La famille efflambe son héritage dans les Meumecoins. J'ai retourné le dossier pour qu'il puisse voir. 87% disparus en 11 mois, ai-je dit calmement. Vous avez acheté une Lambo chacun, versé un acompte sur un condo à Miami et payé des influenceurs pour promouvoir des cryptos bidons. Ce n'est pas un retournement de marché. C'est un incendie volontaire. Le masque de Tara est tombé. Tu vas sérieusement rester assise là dans ton bureau chic et laisser maman et papa devenir sans abri? J'ai appuyé sur l'interphone. Sécurité au 22, s'il vous plaît. Derek a essayé la voix de la raison. Allez, Muriane. 2 millions, c'est de l'argent de poche ici. Tu ne t'en apercevras même pas, la porte s'est ouverte. 2 gardes en costume sont entrés. Je me suis levé. Cette fondation existe pour les gens qui n'ont jamais eu de filet de sécurité. Pas pour ceux qui ont mis le feu au leur et qui veulent maintenant le mien. Vous n'aurez pas un centime. Ni aujourd'hui, ni jamais. Tara est devenue écarlate. Espèce d'ingrate. Elle sortait déjà son téléphone, appuyant sur enregistrer alors que les gardes la saisissaient par les coudes. Au moment où ils ont atteint le hall, 3 camionnettes de paparazzi et un blogueur de potin local attendaient devant les portes vitrées. Quelqu'un les avait tuyautés. Tara a joué la comédie des larmes à fond, tremblante, criant que sa sœur au cœur de pierre abandonnait son propre sang. La vidéo a atteint TikTok en 20 minutes. Légende, ma sœur milliardaire ne veut même pas aider nos parents à garder leur maison. La famille d'abord? Sœur toxique. Ça a explosé. 10 millions de vues en 6 heures. Puis Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux. D'anciens camarades de classe ont posté des photos de l'album de promo montrant Tara versant du yaourt sur mon sac à dos en terminale. Quelqu'un a retrouvé le live Instagram de la veille de Noël où elle riait pendant que je sortais ma valise. Une ancienne nounou a témoigné de la façon dont Tara avait l'habitude de m'enfermer dehors sous la pluie pour plaisanter. Les commentaires ont basculé de la sympathie aux fourches. La famille et l'exposé étaient plus tendance que la vidéo originale. Le dossier de levée de fonds de Derek a fuité, quelqu'un à la fondation l'avait accidentellement transféré à un journaliste. Il s'est avéré que la start-up d'IA pour les soins aux personnes âgées était composée à 90% de vent et à 10% du projet de garage de son cousin. Les investisseurs se sont volatilisés. L'organisatrice du mariage de Tara a annulé, elle n'avait pas payé la compte. Leur post d'annonce de fiançailles a été ridiculisé jusqu'à l'oubli. Je n'ai jamais posté un seul mot. À minuit, la vidéo était soumise à une limite d'âge pour harcèlement. Le blogueur a publié des excuses plates, et le nombre d'abonnés de Tara avait diminué de moitié. Grace m'a versé un doigt de scotch quand je suis rentré à Atherton ce soir-là. La justice poétique a meilleur goût quand on n'a pas à lever le petit doigt, a-t-elle dit. J'ai levé mon verre vers la fenêtre sombre. Non, ai-je répondu. Ça a le goût d'une page qui se tourne. Novembre a apporté un brouillard froid qui ne s'est jamais tout à fait levé. La nouvelle est tombée un mardi, Pacific Crest Capital s'effondre, une chaîne de Ponzi à 4,2 milliards de dollars démantelée. Papa avait transféré chaque dollar restant en refinancement hypothécaire, marge de crédit sur la maison, même les bijoux de maman dans le fonds 6 mois plus tôt, parce que le rendement annuel garanti de 18% allait nous remettre sur les rails. Le FBI a fait une descente dans les bureaux de Newport Beach la même semaine. Le fondateur était déjà sur un yacht quelque part au large de Cabo. 30 jours plus tard, l'avis de saisie est apparu sur la porte d'entrée du manoir de Hillsborough. Aucun enchérisseur ne s'est présenté à la vente. La banque a repris le titre de propriété. Richard, Margaret et Tara ont emménagé dans un appartement de 2 chambres au-dessus d'un salon de manucure sur Story Road à East San José. Loyer, $2 900, tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Après le dépôt de bilan, les cartes de crédit de Tara étaient plafonnées à $247 000, principalement en sac à main et en thérapie par le shopping. Après le désastre d'octobre, les agences de recouvrement appelaient sans arrêt. Ils se sont présentés à la fondation sans rendez-vous par un jeudi matin pluvieux. La sécurité a appelé. J'ai dit de laisser entrer les 3. Papa avait pris 20 ans, ses cheveux étaient devenus complètement blancs, ses épaules voûtées vers l'intérieur, portant une veste de sport de taille trop grande. Maman avait coupé ses cheveux courts et les avait teints avec une couleur brune bon marché qui ne correspondait pas tout à fait. Tara ne portait pas de maquillage, les yeux bouffis, serrant un sac contrefait comme une bouée de sauvetage. Je les ai reçus dans la petite salle de conférence vitrée au 22e. Pas d'eau, pas de café.
Grace se tenait devant la porte. Papa a parlé le premier, la voix se brisant sur chaque mot. Muriane, tu es ma fille. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais qu'on ne mérite rien, mais on n'a nulle part ailleurs où aller. Le bail de l'appartement se termine dans 6 semaines. On va se retrouver à la rue. Maman fixait la table, tordant un mouchoir en lambeaux. Tara a finalement levé les yeux, rouge. S'il te plaît, juste assez pour qu'on prenne un nouveau départ. On signera n'importe quoi. On ne demandera plus jamais rien. J'ai ouvert un mince dossier noir et posé 3 cartes de visite sur le bois poli. Première carte, Marcus Chen, planificateur financier certifié, spécialisé dans le redressement après faillite. Deuxième carte, programme de littératie financière et de gestion de la dette. Cours gratuit de 8 semaines financé par la Fondation, tenu au centre communautaire d'East-San José. Troisième carte, Alliance nationale pour la maladie mentale, ligne d'écoute de crise en Californie, et un thérapeute local qui acceptait des clients selon leurs revenus. J'ai poussé les cartes vers eux. C'est ce que la Fondation Callaway peut faire pour des étrangers qui ont tout perdu sans que ce soit de leur faute, ai-je dit d'une voix égale. C'est la même aide que nous offrons à quiconque entre ici fauché et effrayé. La main de papa a tremblé en tendant le bras vers les cartes, puis s'est arrêtée à mi-chemin, c'est tout? Après 32 ans, c'est tout ce que tu as pour ton propre père? Je me suis levé. Vous aviez le choix. Tu as choisi de réécrire le trust. Tu as choisi de courir après des rendements qui semblaient trop beaux pour être vrais. Tu as choisi de garder le silence quand Tara m'humiliait pour le sport. C'était vos décisions, pas les miennes. Maman m'a enfin regardé, les larmes coulant. Nous avons eu tort. Nous sommes tellement désolés. J'ai croisé son regard pour la première fois en presque 2 ans. Je crois que vous êtes désolé maintenant, ai-je dit. Mais désolé ne reconstruit pas une vie. Le travail le fait. Le courage le fait. Prendre ses responsabilités le fait. Tara a commencé à sangloter bruyamment et maladroitement. Tu apprécies ça. Tu veux qu'on souffre. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai tenue ouverte. Non, ai-je répondu. Je refuse juste de payer pour votre souffrance désormais. La sécurité les a escortés dehors. Papa ne s'est jamais retourné. Maman a chuchoté, je suis désolé, une dernière fois. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Tara continuait de pleurer jusqu'à ce qu'ils atteignent le hall. Grace m'a tendu un mouchoir dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Ils s'en sortiront, a-t-elle dit doucement. Les gens qui touchent le fond y restent ou commencent à grimper. Vous venez de leur donner la seule échelle que nous sommes autorisés à offrir. J'ai hoché la tête, regardant la pluie strier les fenêtres. Pour la première fois, la douleur dans ma poitrine avait disparu. Non remplacée par de la joie, mais simplement par de l'espace. De l'espace pour respirer. Le ciel au-dessus d'East Palo Alto avait la couleur de l'acier le jour de l'inauguration. Second homme s'élevait comme une promesse tenue, 4 étages de verre et de séquoia enroulés autour d'une cour où des enfants se poursuivaient déjà entre des bacs remplis de romarin et de choux frisés. 3000 personnes remplissaient la place, des familles qui allaient vivre ici, des donateurs, des membres du conseil municipal, toutes les grandes chaînes de télévision, et même le gouverneur pour couper le ruban. Je me tenais en coulisses dans un simple tailleur noir, le cœur battant plus fort que la fanfare qui s'échauffait. Grace m'a serré la main une fois. Eleanor, élégante en blanc hivernal, m'a fait un signe de tête minime depuis le premier rang. C'était le projet pour lequel j'avais saigné, 200 appartements de soutien permanent, une clinique médicale sur place, un centre de formation professionnelle, une école maternelle, une ferme sur le toit, et une politique selon laquelle absolument personne ne serait jamais refusé par manque de papier. Le maire a terminé son discours. La foule a rugi quand mon nom a été appelé. J'ai marché jusqu'au podium. Le micro semblait plus lourd que n'importe quel document de trust que j'ai jamais signé. J'ai regardé la mer de visage. Vers le fond, presque caché derrière une colonne, se tenaient Richard, Margaret et Tara. Papa portait un vieux caban bleu marine qui flottait sur sa silhouette. Maman serrait un gobelet en carton comme s'il risquait de disparaître. Tara avait coupé ses cheveux courts et semblait étrangement petite sans l'armure des marques de créateurs. J'ai laissé le silence s'installer pendant 3 secondes entières. Il y a un an ce soir, ai-je commencé d'une voix stable, j'ai été jeté hors de la seule maison que j'ai jamais connue, avec une valise et nulle part où aller. J'ai appris cette nuit-là ce que l'on ressent quand les gens qui sont censés vous rattraper vous laissent tomber à la place.
Une onde a parcouru la foule. Les caméras ont zoomé. J'ai aussi appris autre chose sur un banc de parc glacial. La vraie famille, ce n'est pas l'ADN. La vraie famille, c'est l'étranger qui choisit de vous voir quand vous êtes invisible. La vraie famille, c'est la main qui se tend quand vous n'avez plus rien à donner en retour. Je me suis tourné et j'ai désigné le bâtiment derrière moi. Ceci est The Second Home. 200 familles n'auront plus jamais à dormir dans leur voiture parce qu'un propriétaire a augmenté le loyer. Les enfants ne feront plus jamais leurs devoirs sur la banquette arrière parce que l'électricité a été coupée. Et chaque personne qui franchira ces portes entendra la même chose que j'avais besoin d'entendre cette veille de Noël, vous n'êtes pas jetable. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes chez vous. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont explosé. Les gens se sont levés. Les téléphones se sont levés comme une vague de lumière. J'ai attendu que ça atteigne son apogée, puis j'ai repris la parole plus doucement, de sorte que chaque microphone s'efforçait de capter mes mots. Ce soir, nous ouvrons ces portes pour chaque personne à qui l'on a dit qu'elle n'avait pas sa place. Surtout pour ceux à qui cela a été dit par les personnes censées les aimer le plus. J'ai regardé droit à travers la place, fixant directement les 3 silhouettes au fond. Les épaules de papa tremblaient. Maman couvrait sa bouche. Tara fixait le sol. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai simplement soutenu leur regard un battement de cœur plus longtemps que le confort ne le permettait. Puis je me suis éloigné du podium. Le gouverneur a coupé le ruban. La fanfare a démarré. Les enfants se sont précipités avec des fleurs. Les journalistes criaient des questions que je feignais de ne pas entendre. J'ai descendu les marches à travers la foule qui s'écartait comme la mer Rouge et je me suis dirigé vers l'entrée principale. Richard a essayé de s'avancer. Muriane. J'ai continué à marcher. Ni vite, ni lentement, juste vers l'avant. Maman a tendu une main qui ne m'a jamais touché. Tara a ouvert la bouche, l'a refermée, et pour la première fois de sa vie, n'a rien dit du tout. Je suis passé à moins d'1 m sans ralentir le pas. Les immenses portes en séquoia de Second Home se sont ouvertes automatiquement à mon approche. Une lumière chaude s'est déversée sur le béton. J'ai franchi le seuil. Les portes se sont refermées derrière moi avec un son doux et définitif. Je ne me suis jamais retourné. Pas parce que je les détestais. Pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit. Mais parce que j'avais enfin compris que le pardon ne signifie pas rouvrir la porte qui vous a blessé. Parfois, cela signifie simplement en franchir une nouvelle, et laisser l'ancienne fermée. À l'intérieur, un petit garçon en veste Spider-Man a tiré sur ma manche. « C'est vous la dame qui a construit cet endroit ?» a-t-il demandé. Je me suis agenouillé pour que nous soyons les yeux dans les yeux. « Je suis l'une d'entre eux », ai-je dit. Il m'a offert un pissenlit qu'il avait cueilli dans la cour. « Pour vous, parce que vous nous avez donné une maison. » J'ai pris la fleur et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sincèrement. Dehors, la fête continuait. À l'intérieur de Second Home, l'avenir commençait.